Enfin, tu vois, j'ai un peu l'impression de voir des féministes qui se disent « Tiens, on va manifester, on va essayer d'avoir plus de droits. Et si on enlevait nos t-shirts et qu'on montrait nos seins ?» Tu vois, là, moi, ça bloque. Parce que je trouve qu'en général, on est heureux dans la vie quand on est dans l'action, quand on fait des choses et quand on s'occupe pas mal de ses fesses. Donc pour moi, ces 3 moments clés-là ont fait que l'Union Européenne n'a juste aucun sens, ne sert absolument à rien. Surtout des mecs dont le métier est de bosser 100 heures par semaine. Avec un métier super physique et tout, donc si tu leur dis ça demande de se bouger le cul pendant que toi t'es au ski. Ce qui n'a aucun sens, ce qui est horrible. Donc non, mais c'est une cette blague. information sera peut-être démentie, j'espère qu'elle le sera évidemment, mais je ne crois pas. Tout ce que j'ai vu avait l'air très très officiel et très réel. Et donc c'est un enfer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode d'Entre-deux, 10e déjà. Quand on a commencé, on savait que ça allait aller loin, mais là, 10e, c'est quand même une première petite victoire. Je suis pas chez moi actuellement, je suis pas dans les mêmes conditions d'habitude, je suis au ski à la montagne, mais je suis quand même là pour discuter avec Alexis. Alexis, bonsoir, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va, j'ai passé ma matinée à faire de la compta, donc une grande partie de ma journée n'était pas super excitante, mais sinon, en vrai, ça va bien, et toi ? Je crois aussi. Que tu étais malade une grande partie de la semaine dernière. Oui, j'ai passé, sur mes 1 semaine et 3 jours de vacances, j'ai passé littéralement 6 jours en grippe intense, mais j'ai cru comprendre que j'étais pas le seul en France. Mais là, ça va mieux, je me remets d'aplomb, je profite quand même, j'ai quand même pu un petit peu profiter de la montagne, des restaurants et tout le reste, donc ça va. En plus, ça faisait très longtemps, ça faisait 10 ans que j'étais pas parti en vacances à la montagne. Ok. C'est un truc qui te branche, toi Non, je n'ai pas skié. J'ai pas skié parce que c'est vraiment pas mon truc. Je sais skier. J'ai ma 2e étoile et tout. Je sais le faire. Mais c'est vraiment pas mon truc. Le matin, je préférais rester tranquillement dans la maison avec mon ordi, travailler, une petite balade au chien. Et ensuite, j'attendais que tout le monde rentre en début d'après-midi du ski parce que tout le monde est allé skier. On était 6 quand même. Là, on n'est plus que 3. Et moi je repars demain. Est-ce que c'est ton truc, toi, les vacances au ski ? Alors je suis jamais allé au ski de toute ma vie, donc non, c'est pas mon truc. Comme tu le sais, on était même peut-être tenté de faire cette première expérience à Dubaï. Tout à fait. Ça y est, le mot est lâché. On a commencé, ça fait 1 minute et on parle déjà de Dubaï. Mais comme vous le savez, il y a une piste de ski indoor à Dubaï, qui est évidemment un ovni sur Terre, c'est pas du tout commun. Ils ont fait toute une piste de ski avec un espèce de petit village. Il y a de la neige et tout ça en intérieur. C'est assez grand. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en allant le voir. Donc, j'étais ni déçu, ni... En fait, c'est quand même assez impressionnant. Je m'attendais peut-être à un truc plus grand et en même temps, pas vraiment. Enfin, c'est quand même très grand. Mais je ne sais pas si tu savais qu'on était allé le voir au final. Si, j'ai vu une photo. Ok, parce qu'on y est allé sans vous. Du coup, c'était juste le dernier jour. Ouais. Mais ouais, on est allé voir ça et on s'est dit, est-ce qu'on va skier là pour la première fois de notre vie ? Enfin, moi en tout cas. Et au final, non. Non, je suis jamais allé skier. Après, il y avait la question effectivement de si jamais c'est la première fois que je skie, j'ai peut-être plus envie de le faire en montagne que dans un environnement comme ça. Donc, oui. Parce que j'aime quand même la montagne, malgré tout le temps passé à parler de Dubaï dans ce podcast. J'aime beaucoup la montagne et la nature et les sapins et les conifères. donc voilà. Mais non, j'ai jamais skié de ma vie et honnêtement, ça m'attire pas. Et tu sais pourquoi ça m'attire pas ? Dis-moi. Parce que je suis convaincu que je vais me péter la gueule en permanence quand je vais skier au début, mais plus que la moyenne. C'est normal, ouais. Ah, pourquoi ? Plus que la moyenne ? Parce que j'ai eu des expériences déjà de trucs, un peu comme ça dans la neige, où j'étais vraiment... Par exemple, quand je suis allé faire du traîneau, en chien de traîneau, en Finlande, ça remonte à pas mal d'années, tu sais, t'as le top départ avec les chiens qui partent dans la poudreuse, avec les arbres et tout, c'est magnifique, le soleil, lumière rasante et tout, le cadre merveilleux. Donc là, il y a une musique Disney qui se lance dans ma tête quand je me lance, tu vois. Et au bout de environ 10 secondes, je tombe. Et je suis le seul à tomber aussi rapidement. Ouais, je vois. 10-15 secondes, et tu sais, bon, il y a une énorme couche de poudreuse et tout, donc c'est sympa, c'est agréable et tout. Puis, tu sais, quand tu te relèves, t'as les chiens qui te regardent. Genre vraiment, t'as l'impression d'être un loser, quoi. Moi, je vois très bien. Ils sont retournés vers toi, ils te regardent et tu te dis juste, tu vois bien qu'en fait, c'est leur sport, c'est leur truc. Donc, ils attendent juste de repartir, donc ils te regardent. Ils sont à fond. Qu'est-ce que tu fais en fait ? On n'a pas l'habitude de s'arrêter maintenant, là, tu vois. C'est genre, on est parti il y a 10 secondes. Donc voilà, première expérience. Deuxième expérience, j'ai fait du ski altai qui consiste juste à marcher avec des skis. Ok. Et à un moment, il y a une mini descente. Il fallait juste descendre un petit peu. Les skis étaient assez pratiques pour pouvoir glisser, genre
même pas 5 mètres, enfin que dalle, tu vois, vraiment juste Ouais. descendre un tout petit peu. Et sur tout le groupe qu'on était, tous à la queue leu, on descend les uns après les autres. Je suis le seul à être tombé à ce moment-là. Je suis tombé, je sais plus comment je suis tombé, je me rappelle juste, ça a marqué, je suis tombé et j'étais tout seul. Donc Ça pour me toutes ces donne, raisons-là, je pense que le ski, ça va pas me réussir du tout. Ça me donne très envie qu'on passe des vacances à la montagne ensemble, du coup. Ça peut être une sacrée expérience. Si je veux un chalet en Finlande, c'est pas pour les skier, hein. C'est clairement pour aller marcher dans la neige. Déjà, je suis pas assuré de ne pas tomber juste en allant marcher dans la neige. Donc, je suis pas un fauve très agile a priori. Voilà, donc j'ai encore du boulot. Donc non, le ski, ça m'attire pas plus que ça. Mais je vais pas passer toute une vie sans skier, hein. Je vais bien le faire à un moment ou un autre. Et Rachel D'ailleurs, a très envie d'aller skier. Ça me fait penser qu'en parlant de ski, on a malheureusement glissé sur un petit oubli qui est de vous demander de nous poser des questions. Puisque dans ce podcast, on a déjà eu plusieurs fois des questions auxquelles on répond en début d'épisode en général, parfois au milieu parce qu'on traîne un peu et qu'on a tendance à divaguer. Mais si vous avez des questions à nous poser sur du business, quoi que ce soit, vraiment ça peut être le plus large possible, il ne faut surtout pas hésiter, posez-nous des questions sous n'importe quelle vidéo YouTube. On se fera un plaisir d'y répondre, il y en a déjà eu plusieurs, il me semble qu'il y en a une encore dans cet épisode. Donc, on va y répondre et on va répondre à toutes les futures questions. On sait que vous en avez forcément beaucoup, donc n'hésitez pas à les poser sous n'importe quel épisode, on se fera un plaisir d'y répondre. J'ai pris évidemment la seule vraie question dont le but était de répondre, parce qu'il y a des questions rhétoriques des fois, si tu vois ce que je veux dire, qui sont pas vraiment des questions. Oui, je vois très bien. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a un point d'interrogation que je vais le prendre dans le podcast. Mais oui, j'ai pris effectivement la question. Et je sais pas ce que toi, l'effet que ça t'a fait cet épisode-là, enfin le fait de le lancer, j'ai l'impression que ça fait 10 fois qu'on en parle, mais alors là, j'ai jamais eu autant l'impression de ne pas être prêt et de n'avoir aucun sujet et rien en tête. Vraiment, ça m'a jamais fait autant que dans cet épisode-là. Là, j'ai eu l'impression d'être plus que projeté. Je sais pas, comme si on avait perdu l'habitude de faire des podcasts. Alors, je suis d'accord, ça me le fait aussi, et d'autant plus que je suis pas dans le même environnement. C'est-à-dire que moi, là, je te vois toi comme d'habitude, mais au lieu de voir mon mur au fond, je vois une titanesque montagne remplie de neige. Et du coup, effectivement, le fait d'être dans un cadre très différent, il y a même eu un moment où je me suis dit « ça se trouve, j'ai perdu mon flow, on ne sait pas de quoi on va parler, il va y avoir un blanc et tout. » En fait, je sais parfaitement que non. Mais oui, effectivement, là, on est vraiment dans cette impression d'être projeté. D'autant plus que moi, en ce moment, je bosse pas des masses. Le cadre est différent, etc. Donc là, je me sens jeté dedans, mais c'est un plaisir. C'est fou à quel point tu as raison. C'est une remarque que je me suis fait à plusieurs reprises là en écoutant des podcasts, d'autres podcasts, parfois même des podcasts très connus. Que je te dirai en off, et j'ai vraiment l'impression que c'est pas donné du tout à tout le monde d'avoir un flow, non pas qu'on soit exceptionnel, on n'est pas exceptionnel du tout, par contre il y a une espèce de chimie un petit peu bizarre entre nous deux qui fait qu'il y a vraiment jamais de blanc, que les choses avancent vraiment toutes seules, et je sais pas comment ça se fait, je pense que c'est hors de notre contrôle, c'est à dire que c'est pas quelque chose dont on doit particulièrement se féliciter, je sens que c'est très très naturel, et que c'est juste là aussi peut-être notre association des deux caractères, deux personnalités. Ouais, je pense aussi qu'il y a en partie une raison qui effectivement n'a rien à voir avec un truc sur lequel on doit se jeter des fleurs, mais qui est tout simplement le fait que, je pense, réciproquement, on se sent à l'aise l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'on sait que si on va sur un sujet, si on va quelque part, l'autre va nous suivre et va continuer à discuter et va continuer à créer un ping-pong. Et du coup, il n'y a aucun problème pour c'est vrai, changer t'as raison. de sujet. Bon allez, on prend les questions, c'est parti. Alors, pour... non, je plaisante. Vas-y, je sais pas si tu te rappelles. Il y a des gens, quand tu les interromps, ils savent plus ce qu'ils voulaient dire après. Je sais pas si tu es ce genre de personne. Si, moi je me rappelle assez bien. J'étais tout le temps en train de dire qu'il y avait une très bonne alchimie entre nous. Et aussi, un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que toi comme moi, on a un petit plaisir pour les moments un peu cringe. Les gens détestent ça. On a des commentaires des fois sur les shorts et tout qui disent que c'est cringe. Moi, c'est un plaisir que les gens le remarquent parce que je me dis, ils ont eu le malaise. Ils ont ressenti le malaise. T'as des moments en tête ? Ça fait quelques épisodes, c'était sur les 2-3 premiers épisodes, j'avais répondu oui c'est normal, on vient de se rencontrer. Non, j'avais répondu oui c'est normal, on se déteste avec Alexis. C'est quelqu'un qui disait qu'il y avait un gros malaise entre nous, et je trouvais ça très drôle. Et toi comme moi, on aime bien ces petits moments de malaise, on va pas les chercher en permanence, mais s'il y en a un, on le laisse venir, et ça c'est un petit plaisir. Parce qu'en fait c'est pas du tout du malaise, quoi. C'est juste qu'on a capté l'humour de chacun, on est super alignés, mais du coup ça veut pas dire que tout le monde est aligné avec nous sur Terre. Ouais, absolument. Ça sur TikTok, c'est... ouais, non, c'est clair. Mais tu regardes pas en plus les commentaires TikTok, c'est dommage. Non, je vais pas voir.
Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi du tout. Les gens sont pas d'accord avec toi sur la musique et l'IA, hein. Définitivement pas. Oui, non mais ça, d'accord. Non mais que les inactifs aient des avis négatifs sur les gens qui font des choses, je commence à y être habitué. Sur le truc de l'IA, les gens sur les actifs. Mon idée sur l'IA et la musique, je suis tellement persuadé qu'elle est divine, parce qu'en fait, ça fonctionnerait extrêmement bien. Je suis pas en train de dire que il y a sûrement, je suis sûr, hein, il y a des petits artistes qui seraient en pleurs le soir, il y a des gens qui toucheraient plus leurs revenus, il y a des gens qui seraient peut-être dans des gros problèmes financiers, il y a des gens voilà, qui essaieraient de disrupter ça, mais ça marcherait, les gens en seraient friands. Et en fait, qui a plus le droit de diriger un marché que les clients finaux, tu vois. Donc si les clients finaux existent, s'il y a un marché au final, moi ça me pose absolument aucun problème que ça vienne disrupter un marché comme celui de la musique. Ma petite réponse à puisque tu as l'air d'avoir des opinions très fortes, très arrêtées sur des sujets comme ceux-là qui ont un fond clairement de valeurs politiques, de valeurs dans la vie, etc. Je savais que tu y allais. Je me dis que c'est vraiment l'occasion de rêver de passer de ce sujet à la question du jour, parce qu'il y a une seule question, mais c'est une question politique, économique, mais qui glisse évidemment sur le politique. Je te pose la question, je me ferai un plaisir de donner un avis, hein. Vraiment, je me ferai un plaisir de donner mon opinion juste après, mais je vais te poser la question dans un premier temps. Ton opinion sûrement très tranchée et vindicative aussi. Ah oui, vraiment, j'ai une opinion qui est vraiment très arrêtée sur la question et vous allez être tous ravis de l'entendre. Vous allez voir que ça va vous éclairer et vous saurez quoi penser après. Le Zigou 2440 nous pose la question. Merci du coup de nous avoir posé la question. J'ai rien contre la question, je fais du second degré évidemment. Merci de nous poser des questions. N'oubliez pas de nous poser d'autres questions justement. Es-tu pour ou contre le Frexit, Louis? Évidemment, il l'a posé comme ça la question. Louis, virgule. Es-tu pour ou contre le Frexit? C'est une question que je me suis longtemps posée parce que quand j'étais en prépa en sciences politiques, c'est un sujet qui est vite arrivé. En plus, c'était juste après ou pendant le Brexit. Donc, forcément, il y avait des voix qui se levaient en faveur d'un Frexit. C'est une question qui est compliquée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'idée de base d'Union européenne, comme elle a été formulée au début du XXe siècle, notamment par Léon Blum, c'est vachement ravissant. Parce qu'en fait, l'idée de base, hein, la toute première formulation, c'était de créer des États-Unis d'Europe. Et ça, sur le papier, je suis carrément fan. On voit que les États-Unis, c'est un pays qui fonctionne extrêmement bien. C'est le pays le plus riche du monde, le pays le plus puissant du monde, c'est la force armée la plus puissante du monde. Mais si sur le papier, ça paraissait être une excellente idée, il y a eu plusieurs moments où, pour moi, l'Union européenne est devenue problématique. J'en ai 3 en tête. Le premier moment, c'est au début des années 50, quand on a décidé de refuser la création d'une force armée européenne. C'était une proposition et la France est le pays qui a refusé. Parmi les quelques pays qu'il y avait à ce moment-là, je crois qu'entre 5 et 8 pays à ce moment-là, je crois. Et au moment où ça a été refusé, pour moi, on a cassé complètement l'idée de base, qui était de s'unir pour de vrai, parce qu'en fait, l'union n'est pas totale. À ce moment-là, on n'avait même pas de monnaie commune, donc en fait, c'est juste que de temps en temps, ils se réunissent et ils se disent bon, on va faire ça pour l'agriculture, on va faire ça pour la pêche, on va faire ça pour l'économie, on va faire ça pour quelques sujets. Mais la défense, ils ont choisi de l'exclure. Pour moi, à ce moment-là, on a brisé l'idée. Deuxième moment où on a encore plus brisé l'idée, c'est au début des années 2000, fin des années 90, quand on a fait entrer une multitude de pays dans l'unique but de les aider. On ne pourra pas m'enlever cette idée. Et je trouve que c'était une énorme connerie. Pour plusieurs raisons. C'est que si dans ton équipe, pour vulgariser, si dans ton équipe de basket, tu n'as que des joueurs à haute valeur et que tu te dis que tu vas faire rentrer 2 handis-joueurs parce que tu as une bonne volonté et que tu veux absolument que les handicapés viennent jouer et puissent profiter de tout le savoir-faire des grands joueurs, c'est une très bonne idée sur le papier, parce qu'on se dit c'est vraiment génial, ils ont un grand cœur, ça va permettre à ces handicapés de profiter du jeu. Le truc, c'est que moi, je suis assez pour quand même que le handisport reste du handisport et que le sport tout court reste du sport. Ce que je veux dire avec cette image, c'est qu'au moment où on a fait entrer des pays avec un PIB plus faible, avec un niveau de vie plus faible, avec
globalement, en fait, quand je dis un niveau de vie, c'est même une avancée plus faible. On a encore plus écrasé le fait que c'était un problème, et que ça n'allait pas fonctionner. Et le troisième moment, c'est le moment où, en 2008-2009, on a essayé de faire passer une constitution européenne qui a été refusée par la France, encore une fois, et 2009. l'année d'après... Ouais, 2009. L'année d'après, ils ont tout simplement réécrit les 3/4 du texte et ils l'ont fait passer comme étant des directives européennes, ce qui, du coup, est tout simplement un foutage de gueule complet, puisque il y a eu des référendums, les gens ont choisi et les gens ont dit non. Et en fait, ils se sont dit, nous, on va le faire quand même. Donc pour moi, ces 3 moments clés-là ont fait que l'Union européenne n'a juste aucun sens, ne sert absolument à rien. Ça étrangle, on le voit en ce moment, on est en pleine crise des agriculteurs, même si je suis complètement contre la manière dont ils expriment leur mécontentement. Mais les problèmes sont ce qu'ils sont. C'est quand même une frange extrêmement importante de notre population, importante dans le sens qu'il y a une grande importance, une grande valeur. Donc si ces gens-là ne sont pas contents à cause, certes, peut-être de grands groupes, mais aussi des directives de l'Union européenne, ça pose problème. Et globalement, je pense que ça nous dessert plus que ça nous a aidés. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que je suis pour le Frexit, tout simplement parce que pour moi, on n'est plus en état aujourd'hui. La France n'est plus un pays en état d'être autonome, indépendant et seul. Je pense que si la France était seule, ce serait pire que ça l'est actuellement. La Grande-Bretagne a bien fait. On voit déjà les premiers effets positifs sur la Grande-Bretagne. Donc tant mieux pour eux. Maintenant, je pense que la France est juste devenue trop faible pour se séparer des autres. Et oui, il y a ce doux rêve de se dire si on reprenait notre indépendance, on redeviendrait fort et on prendrait nos propres décisions. Malheureusement, je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense que les mentalités sont ce qu'elles sont et deviennent de plus en plus franches et marquées et molles. Et je pense qu'on va dans cette direction quoi qu'il arrive. Voilà pour ma réponse complète et synthétique. Très 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 complète. Tu as un avis par ailleurs sur la question de la monnaie? Je sais qu'il y a des sujets qui sont un peu techniques, on va pas se le cacher, notamment quand j'écoutais Charles Gave un petit peu sur les répercussions qu'ont une monnaie, la même monnaie dans des pays avec des niveaux de vie, des PIB, absolument tout très très différents. Et apparemment ça crée des frictions que j'ai pas très bien compris sur le nivellement, soit vers le haut, soit vers le bas des différents pays avec la monnaie. Est-ce que c'est un sujet que tu maîtrises ou sans plus? Est-ce que déjà ça te parle quand je te parle de tout ça, je pense? Ça me parle, c'est un sujet que je maîtrise moins que l'aspect purement politique, l'aspect économique. Après, ça, je reste persuadé que c'était plutôt une bonne idée, encore une fois, à la base. Au moment où on l'a fait en 2002, on était trop. Donc en fait, c'était déjà une connerie. Aujourd'hui, il y a 19 pays qui sont dans l'euro. C'était déjà une connerie de mettre 19 pays, justement à cause de ces différences de niveau de vie et d'avancée. Et aujourd'hui, je me dis juste, un peu comme pour l'Union européenne, qu'en fait, j'en pense plus rien. C'est juste plus mon problème. Ça ne va juste pas fonctionner quoi qu'il arrive. On est juste la risée du monde. Regardez, ces 19 pays ou ces 26 pays qui se sont mis tous ensemble et qui font juste rien à part donner 3 directives pour des bouts de maïs et 5 directives pour des bouts de poisson et augmenter le prix de l'électricité, etc. etc. Donc j'ai juste l'impression que c'est une vaste blague. Du coup, pour rebondir sur mon point sur la monnaie, l'idée pour que les gens juste situent un petit peu et peut-être creusent de leur côté, c'est donc Charles Gave qui est un économiste plutôt très libéraliste. Et lui, il voit dans l'argent et dans la monnaie et dans le marché en général la libre circulation de l'information. Il voit ça vraiment comme une information, l'argent et une monnaie et une devise, de sorte que normalement, pour lui, et donc c'est quelqu'un qui prône plutôt de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'euro, etc. Pour lui, en fait, quand on a une monnaie, ensuite cette monnaie, elle permet justement de se comparer aux différents pays. Et si chacun des pays a sa propre devise, sa propre monnaie, son PIB et sa puissance économique va se refléter dans sa devise par rapport aux autres. Et il va y avoir ce jeu en fait d'équilibrage et de rouage et d'engrenage qui vont faire qu'on va avoir un système qui est sain parce qu'un pays qui est plutôt faible, avec un faible niveau de vie par habitant, faible PIB, etc., ça va se refléter dans sa devise et du coup, ça va se caler bien par rapport à la devise et au PIB de ton voisin et au niveau de vie de ton voisin, etc. Et donc, ce qu'il exprime, c'est que l'euro est une monnaie unique pour des raisons que je ne peux pas vraiment détailler par manque de
de technicité sur le sujet, ça me dépasse complètement, mais selon lui, une monnaie unique casse en fait l'information de la monnaie en ce sens-là. Voilà, donc ça c'était juste pour exprimer le propos de base de Charles Gave que je trouve intéressant. Donc, une fois qu'on sait où on se situe par rapport à Charles Gave, qui est vraiment un économiste de droite, libéraliste, donc il faut le prendre pour ce qu'il est, et c'est quelqu'un qui a l'air super compétent dans tout ce qu'il exprime. Ouais, et à un moment, je passais pas mal de temps à l'écouter. Là, j'avais fait un jeu de mots vraiment nul, j'allais dire là, ça m'a un peu gavé. Donc pardonnez-moi pour le jeu de mots, c'est pas du tout, je vous assure que c'est pas du tout volontaire. Mais là, au bout d'un moment, ça me gavait un petit peu, et du coup, je suis juste, voilà, c'est pareil, Grand Angle, j'ai passé tellement de temps à écouter Grand Angle. Puis au bout d'un moment, à force d'écouter vidéo sur vidéo sur vidéo, où j'ai l'impression que c'est la fin du monde à chaque vidéo, moi, au bout d'un moment, t'en peux plus, c'est malsain, quoi. Tu t'arrêtes. C'est vraiment, t'es passionné d'économie et de géopolitique, je pense que c'est super intéressant à suivre. Mais moi, je trouvais ça malsain, me concernant. Et ça m'a vraiment, vraiment gavé. À un moment, j'en pouvais plus, quoi. Que ce soit Charles Gave, Grand Angle, c'était vraiment la même période où j'ai écouté pendant des mois et des mois Charles Gave, Grand Angle. Pas beaucoup d'autres contenus. Anis Lagenef, je crois. Si je dis pas de bêtises. Tu connais pas ? Non. Un ancien trader qui a une personnalité assez connue sur les réseaux sociaux, fait souvent des interviews pour parler de la monnaie, pour parler de la dette, pour parler de tous ces sujets-là. Voilà, donc ils sont tous dans un mouchoir de poche, c'est des mecs qui se connaissent tous. C'est pour ça que si tu connais les deux autres, je suis surpris que tu connaisses pas Anis. Mais voilà. Non, ça me dit rien, Anis. Fini. Ce qui va rejoindre mon point sur le Frexit. Effectivement, je n'ai pas d'avis. C'était ça mon avis. Alexis, il faut que tu aies un avis. Alexis, on veut un avis, même si c'est pas ton vrai avis, on veut un avis maintenant. Bah non, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que je peux faire semblant. À la limite, la peine de mort, tu peux très bien inventer un avis en disant sur le moment est-ce que j'ai envie d'être pour ou contre et te le justifier à toi-même sur le moment. Moi, je peux. Là, si j'émets un avis faux, je peux même pas le justifier à moi-même. C'est-à-dire que si tu me demandes pourquoi je suis pour ou pourquoi je suis contre, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Donc non, j'ai pas d'avis. Parce que pour avoir un avis sur ça, effectivement, il faudra avoir un avis sur la construction de l'Union européenne en général. Ce que tu as très bien fait, tu as fait un bel exercice. Mais moi, je ne serais pas capable de le faire aujourd'hui parce que je n'ai pas passé assez de temps sur le sujet. Et c'est typiquement dans ma personnalité, de toute façon, de vouloir passer effectivement 15 heures sur un sujet avant d'émettre une opinion. Là, clairement, je suis désolé, je n'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas passé 15 heures sur ce sujet. Et j'avoue que j'ai un peu un plaisir coupable à ne pas l'avoir fait. Il y a un petit côté je m'en foutisme, tu vois, quand même. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal occupé. Mes semaines sont plus chargés qu'avant, je travaille plus et en fait je suis très content d'être juste occupé parce que je trouve qu'en général on est heureux dans la vie quand on est dans l'action, quand on fait des choses et quand on s'occupe pas mal de ses fesses. Alors je ne dis pas, parce que ça reste des valeurs ça, de dire juste je m'occupe de moi et les autres on s'en fiche et tout, il y a des gens qui seront pas d'accord avec ça, je comprends, mais du coup il y a aussi des phases dans la vie où je pense que c'est intéressant quand même d'être au moins, juste en termes de ratio, de dire à 80% je m'occupe de mes fesses et 20% je m'occupe du reste du monde, pourquoi pas. Et j'ai un avis sur l'Union européenne et puis un tas d'autres choses. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont très mal calibrés sur ces trucs-là et qui passent beaucoup trop de temps à s'occuper d'avoir un avis justement sur, ça c'est sûr, sur l'Union européenne et le Frexit et pas assez à faire des trucs dans leur vie. Et j'ai vraiment remarqué un truc fondamental dans la vie, c'est que plus on est dans l'action, c'est-à-dire que plus on fait des trucs, plus on a des journées remplies, chargées, on fait plein de choses, on a plein de projets. Et on est débordé et tout, et plus on est heureux, je trouve, tout simplement. Ouais, et pour moi, ça rejoint aussi un point de... Il y a énormément de gens qui pensent que les changements dans leur vie, très très concrètement, et on en vient un peu à ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs, plein de gens pensent que les changements vont venir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher un moyen extérieur ou un ennemi qui serait le grand méchant ou qui a un impact concret sur leur vie. Mais moi j'ai assez vite compris, et je sais que c'est ton cas aussi, que en fait la plupart des choses qui vont changer dans ta vie, c'est toi qui vas les faire, et que les choses qui viennent de l'extérieur vont peut-être avoir un impact, mais qui sera seulement indirect. Mais c'est super triste, parce que c'est rarement rien, même direct. les agriculteurs, c'est vrai que les normes, comme tu dis, les directives européennes, normes en France, etc., ça a un réel impact en fait sur le... Puis nous, on le voit, dès qu'on fait quelque chose et qu'on commence à buter sur des normes, des choses comme ça. Par exemple, à un moment, on regardait pour faire un petit business de pâtisserie, sans rentrer dans les détails. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait plein de normes, que pour bosser dans la pâtisserie, il fallait forcément quelqu'un qui avait un diplôme en particulier, un CAP pâtisserie en l'occurrence, c'était. Plus, il y avait des normes à respecter, il fallait passer des formations, machin et tout. Ça a des impacts qui sont très concrets. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté... et je crois que c'était l'un des points
majeur du discours de Gabriel Attal, qui a évidemment beaucoup plu à l'Assemblée nationale, à tout le monde. Mais il a pas mal insisté là-dessus. Et ça, je ne rêve que d'une chose, c'est que ce soit vrai, que ce soit réalité et qu'ils le fassent vraiment. J'ai l'impression que ça fait beaucoup, depuis longtemps qu'ils en parlent, ils le font pas trop. Simplifier. C'est de simplifier, Oui. c'est de retirer des normes, de retirer des lois, de lâcher du lest, de machin. Il en a beaucoup parlé, je ne sais pas s'il va le faire, mais évidemment, ça concerne les agriculteurs. En l'occurrence, ça fait partie de leur revendication principale, il me semble. Bien sûr. Mais oui, ça c'est un vrai souci. Et même au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui pensent que tous leurs problèmes dans la vie au quotidien sont issus de choses qui sont plus grosses qu'eux, plus grands qu'eux, plus tentaculaires qu'eux. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous là à se voir David contre Goliath. Le problème, c'est que moi, moi, j'ai vraiment l'impression de voir Goliath contre Moustique. Et Goliath contre Moustique, il n'y a littéralement aucune chance que Moustique gagne. Par contre, Moustique peut simplement peut-être se dire qu'il va faire sa petite vie tranquille et essayer de modifier des trucs dans son propre quotidien, essayer de faire des choses un peu différentes. Et j'ai l'impression que malheureusement, trop peu sont les gens à se concentrer sur eux-mêmes. Parce que ça va avec ce que tu disais juste avant, qui est que je dis nous parce que tu l'as dit toi, c'est à 80%, moi c'est peut-être à 98%. On a tendance plutôt à se concentrer sur nous-mêmes et se dire les problèmes du monde, on verra quand on n'aura plus de problèmes nous déjà. Et vu qu'on aime bien avoir des problèmes, ça risque pas d'arriver. Du coup, en général, les personnes qui se voient David contre Goliath, eux, ils adorent revendiquer qu'ils pensent aux autres, que c'est évidemment des problèmes communs, qu'on devrait tous se liguer, tous ensemble, et que c'est horrible d'être individualiste. Il y a un fond de vérité dans ce qu'ils disent. Je veux dire, l'État, il existe, les lois, elles sont là, les codes, ils sont là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un fond de vérité. En vrai, quand tu regardes le problème des agriculteurs, ils ont des vrais problèmes quand même avec un tas de normes et un tas de trucs qui les oppressent vraiment. Je suis d'accord pour les agriculteurs. C'est pour ça que je dis qu'il y a un fond de vérité quand même. Mais je vois ce que tu veux dire après. Toi, tu vas plus sur le terrain des valeurs personnelles et de juste compter que sur soi en fait. Je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. C'est un truc où ça peut avoir tendance parfois même à me faire pitié un peu et à me dire merde, c'est con parce que si tu mettais autant d'énergie dans ta vie à toi perso que dans les combats dans lesquels tu gagneras absolument jamais, il n'y a aucune chance, bah, peut-être que ta vie pourrait un peu changer, que tu vivrais un peu mieux et que tu serais un peu plus heureux. Ouais, mais alors du coup, les agriculteurs, donc on n'a pas vraiment creusé ce sujet-là, mais t'es pas choqué, toi, de voir à quel point ça gagne si peu d'être un agriculteur? Moi, ça me dépasse complètement. Je vois ça comme un métier d'une pénibilité telle, et je vois tellement ça comme un métier d'entrepreneur, et je vois tellement ça comme un métier avec vraiment des skills et tout. Je vois tellement tout ça, et je vois tellement la complexité et tout ce qu'on appelle couramment les barrières à l'entrée et le capital qu'il faut pour se lancer, faire absolument tout par rapport à nos petits business sur Internet et tout, que moi, je suis juste dégoûté de voir à quel point, par défaut, les agriculteurs de nos jours, beaucoup d'entre eux, gagnent si peu, arrivent même pas à se verser un SMIC, etc. Je me dis, mais comment c'est possible? Pour moi, un agriculteur, en termes de valeur par rapport au reste de la société, je me dis, il devrait gagner au minimum entre 3 et 4 fois ce qu'ils sont en train de gagner. Vraiment, c'est au minimum. Oui, mais ça marche pas comme ça, sinon nous, on gagnerait que dalle. Ouais, mais d'accord, mais toi, t'en penses quoi? Alors, moi, j'en pense plusieurs choses. Premièrement, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Je suis d'accord. Là, je vois ton petit sourire. Très bien. Tu attends le podcast. Tu attends le sel. Tu attends le sel. Je vois ton sourire, je vois tes petits rectus, je vois tes petits trucs. Je me suis dit, ok. Donc je vois, il est d'accord sur certains trucs, il est pas vraiment d'accord sur le fond, etc. En fait, ton boulot, c'est de m'envoyer combattre contre TikTok. C'est ça ton vrai boulot. Non, alors. Je suis d'accord avec la majorité des trucs que tu as dit. C'est révoltant qu'ils gagnent pas mieux leur vie. Mais le truc, c'est que juste pour moi, ça passera jamais par Enfin, tu vois, j'ai un peu l'impression de voir des féministes qui se disent tiens, on va manifester, on va essayer d'avoir plus de droits. Et si on enlevait nos t-shirts et qu'on montrait nos seins? Tu vois, là, moi, ça bloque. Je me dis, pas sûr que ça marche vraiment très très bien. Pas sûr que ça vous serve, les gars. Et vous allez plutôt vous faire détester, en fait. Là, je le vois vraiment exactement comme ça. En plus, je l'ai littéralement vécu, parce que pour venir ici, mon trajet a pris 10h30 au lieu de 6. Et c'est juste un enfer. C'est uniquement à cause des blocages des agriculteurs. Nous la dernière fois qu'on allait faire des courses, c'était largement vide. La plupart des rayons étaient vides. Tout le rayon fromage, les œufs, tout était absolument vide. Yaourt, c'était vide de 3/4. C'était vraiment vide. Et c'était vraiment parce que les fournisseurs étaient bloqués. Donc ça, pour moi, en fait,
évidemment que c'est révoltant qu'ils ne gagnent pas plus. Je suis pour qu'ils gagnent plus, c'est évident. Je suis pour que ce soit mieux redistribué, je suis D'ailleurs, pour qu'ils se mettent bien. D'ailleurs, on pourrait dire ça pour tout et tout le monde. Non, pas tout le monde. Genre, Non, j'ai plusieurs exemples de professions je où suis vraiment pour que les gens gentils gagnent plus. Je suis pour les gens gentils. Je suis pour les gens gentils. Non mais, je suis pour qu'ils gagnent plus, mais je suis aussi pour que peut-être il y ait une remise en question personnelle. Je suis aussi peut-être pour qu'il y ait des actions mises en place à leur échelle. Parce que se dire la grande distribution, elle nous fait ça plus cher, c'est nul. Ok, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres sources de revenus possibles. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de vendre ses légumes. Peut-être que si jamais ça marche plus du tout... Il faut que je t'arrête là. Non, il n'y a pas de problème technique, tout va bien. Ok. Non, c'est juste, là, tu mets le doigt sur un truc. Je suis désolé, je balance. En plus, c'est pas à moi de le faire, mais je vais le faire quand même. Mon idée business, là, très clairement, il faut absolument qu'on trouve des agriculteurs. C'est ton idée ? Attends, de quoi tu parles ? Vas-y. Non, je balance mon idée business là. Il faut absolument qu'on trouve des agriculteurs, qu'on bosse ensemble sur un modèle qui est réplicable, distribuable facilement via de la bonne formation en ligne qui fait bien 20-30 heures facile, tu vois. Et qu'on distribue ça. Évidemment, c'est pas nous. On va pas faire semblant, on va pas s'improviser, on va pas se lancer pendant plusieurs années, tu vois, ça, c'est pas la peine. Mais on peut trouver des gens qui sont vachement plus smart que nous. Par exemple, j'ai fait un truc, une espèce d'atelier de dégustation de vin il y a pas longtemps. Et avec nous, il y avait un agriculteur qui était un jeune agriculteur très dynamique et présent sur les réseaux sociaux, TikTok et tout. Et il est super intéressant. Et il bosse sur du bio. Il a l'air d'être très très branché bio. Il a l'air de dire que c'est un petit jeune coûte moins cher que ce que les gens pensent à faire, etc. Enfin, c'est un petit jeune de 19 ans qui est passé sur Popcorn et tout. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est un autre gars ça. Je me rappelle de ce que je suis tombé par hasard là-dessus aussi, mais non, c'est pas ça. Je tiens à dire que pour moi, toute cette séquence reste dans le podcast. Hein. Ah oui, non mais absolument. Là, on est en plein dedans. Non, mais parce que je croyais qu'il y avait un problème technique. Quand t'as fait ça, je croyais qu'il y avait un problème technique. Je me suis dit, ah là, aïe. Mais non, c'est mon tour. Non, absolument tout reste dans le podcast. Et du coup, on fait parce que nous, je pense que pour distribuer ça, pour faire du contenu sur Internet, pour faire une bonne formation, pour faire des trucs, pour faire un truc vraiment canon, on est parmi les mieux placés au monde, quoi. Enfin, juste, c'est notre métier, c'est normal. Et si on trouve un agriculteur qui accepte de faire ça et qui a un peu de revenu sharing, parce qu'on peut juste le financer évidemment en 10, 15, 20 000 euros pour faire la formation. Mais c'est dommage. Je pense qu'il peut y avoir un partage de revenus qui peut être intéressant pour qu'il puisse entretenir la formation, que lui se mette bien et tout. Et derrière, on fait du contenu et on vend. On change le paysage français de l'agriculture en distribuant massivement de la formation en ligne. Et je sais que je dis ça un peu à la légère en mode idée de business rigolote dans un podcast, mais je pense très sincèrement que c'est excellent comme idée et que si quelqu'un le fait, il peut vraiment avoir un impact à son échelle sur l'agriculture en général en France et donner des solutions à ces gens-là, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que et tout. Pour moi, il y a pas mal de solutions. Il y a évidemment celle que tu viens de citer, mais en fait, il y en a d'autres. Exemples. Première chose qui m'est venue en tête, j'ai vu pas mal d'articles là-dessus. C'est qu'il y en a extrêmement peu qui vendent directement aux particuliers. Extrêmement peu. Ouais, la from farm to table. Enfin, avec des expressions. Et le truc, c'est que... Ça fait partie des idées que j'ai en tête. Hein. On pourrait faire la liste des idées ensemble. Ça, pour moi, c'est un des trucs les plus faciles à mettre en place. Alors tout de suite, on dirait, mais attends, il faudrait que je prenne un employé, et puis il y a des charges et tout. Oui, mais là, on rentre pile dans le côté, t'es un entrepreneur, t'es un agriculteur. Ton métier, c'est pas juste de planter des trucs et de les vendre à la grande distribution. Ton métier, c'est de maximiser ton entreprise, maximiser tes revenus, avoir le moins de dépenses possible. Enfin, tu vois, c'est vraiment gérer une entreprise. Et du coup, multiplier les sources de revenus, on est en plein dedans. Et le truc, c'est qu'ils se posent absolument pas la question. Ils vont sur des foutus ronds-points et ils les bloquent. Et ils se disent, on veut moins de taxes, on veut plus d'aide. Et oui, les gars, mais ça marche pas comme ça, en fait. Enfin, selon moi, ça marche pas comme ça. Ouais, je vois ce que ton point. Alors là, tu tends vraiment le bâton pour te faire battre. Hein, parce que là, si notre outil de montage de short, il découpe ce moment-là, je pense qu'on fait moins 100 abonnés. J'espère qu'il va... Non, on n'a pas 100 abonnés, si. Je plaisante. Mais alors, j'espère que l'outil de short va aussi démonter le moment où je dis je suis pour qu'ils aient plus de revenus, pour qu'ils gagnent plus, etc. Parce que c'est vrai. Mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Je sais qu'il ne le fera pas. Non, il le fera pas. Non, mais t'as raison. Vas-y, on fait les malins là, mais allons-y, faisons un podcast sur l'agriculture. Donc, c'est quoi tes idées justement pour que les agriculteurs gagnent plus ? Moi, j'en ai pas mal. Okay. On peut commencer par la tienne, mais t'as dit la première du coup, from farm to table, c'est-à-dire apprendre à vendre en B2C et juste arrêter. Enfin voilà, tous ceux qui font du B2B,
leur dire en fait c'est simple les gars, faites juste du B2C aussi parce qu'en fait vu tout ce que vous faites déjà dans votre business aujourd'hui, c'est franchement pas plus compliqué de faire ça et surtout que c'est plus rentable. Donc à un moment quand vous allez voir que c'est plus rentable, vous allez juste prioriser ce qui est plus rentable dans votre business. C'est largement plus rentable parce que les gens n'auront aucun problème à payer ça plus cher qu'à Carrefour, Intermarché, Super U et Auchan. Et eux, ils n'auront pas besoin de passer par l'intermédiaire. Parce que là, ils râlent parce que les grandes distributions leur achètent trop peu cher et les revendent trop cher. Ça, c'est un point qui est très important. Ils râlent pas que parce que la grande distribution leur achète trop peu cher. Ils râlent parce que la grande distribution s'en met plein les poches ensuite. Ce qui, du coup, pour moi, est un autre débat. Mais certes. Donc, en fait, c'est pas vrai en plus. Franchement, les marges en grande distri, au final, je veux dire, bon. Oui, ils s'en mettent plein les poches à la fin, tout cumulé, mais je veux dire, sinon de base. Oui, c'est ça. Produit par produit, les marges sont pas si dingues. Tout seul, c'est pas... Oui, c'est ça. À mon avis, il y a plus de marge sur le Nutella. Mais bon. Donc déjà, première chose, mettez-vous à faire du B2C. Mettez-vous à avoir des petits endroits où ça va être plus cher qu'en grande distribution, mais on s'en fout, les gens seront heureux de payer plus cher parce qu'ils viendront, ils verront le marchand, ils verront l'agriculteur, ils discuteront avec lui, ils passeront un bon moment, ils auront l'impression d'avoir fait une bonne action en plus, ce sera labellisé, ce sera mes couilles, et tout le monde sera parfaitement content. Donc ça, c'est la première idée. B2C. Je continue sur une autre idée ? Ouais. Ok, alors du coup, là, juste c'est pas une nouvelle source de revenus, mais dans la continuité de ce que tu dis, parce que là, ce que tu viens de dire, c'est fait du e-commerce principalement. Voilà, même s'il peut y avoir un stand, des fois, tu sais, les agriculteurs, tu peux avoir des petits, je sais pas comment on appelle ça, un stand ou un petit truc en bois, des trucs que tu peux venir acheter directement sur place et tout. Mais sinon, évidemment, tu parles de e-commerce principalement. Les deux. C'est pas compliqué, tu fais un Shopify, tu fais un WooCommerce, etc. L'autre idée dans la continuité de ça, c'est de faire du live shopping. J'adore cette idée pour l'agriculture, je la trouve incroyable. C'est très très populaire en Asie et particulièrement en Chine pour vendre de la merde en général. C'est juste en fait des influenceurs souvent, et vraiment dans le sens le moins noble du terme, des influenceurs qui vendent des trucs sur des trucs sur AliExpress. Et en fait c'est très 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 présent en Chine apparemment comme manière de consommer et d'acheter pour les gens, et beaucoup moins en Occident. Ça prend moins de manière générale. Les gens sont un peu plus méfiants, pas l'habitude d'acheter en live et tout, parce qu'en fait c'est les gens, les créateurs, ils font un live vraiment comme sur Twitch et ils sont en train de vendre des produits, d'en parler et tout. Mais en fait c'est assez je trouve il y a un petit côté un peu putassier et tout qui est difficile à faire passer peut-être pour les gens. Je peux comprendre qu'ils soient pas à l'aise avec ça. Par contre, à mon avis, là où les gens sont très à l'aise à l'idée de faire ce genre d'expérience, et notamment en France, c'est avec les agriculteurs. Mais alors là, l'idée est incroyable. Parce que du coup, un viticulteur peut être en train de présenter ses vignes, son vin et tout à travers son téléphone ou une tablette, plus simple, c'est juste avec un téléphone. Et il peut se balader comme ça chez lui et il peut répondre aux questions des gens sur le live. Je peux vous assurer que des viticulteurs populaires sur Twitch, il peut y en avoir plein, et de toutes les autres, pas juste de la viticulture. Et tu peux parler du produit et vendre en live et faire des opérations et tout. Et pour les agriculteurs, c'est un truc qui peut à la fois bien vendre et qui va quand même être perçu comme étant très, on va dire, noble en quelque sorte. C'est-à-dire, comme c'est avec des agriculteurs, ça va tellement moins gêner les gens, je pense. Tu vois ce que je veux dire par rapport à je suis d'accord, je sais pas, quelqu'un qui vend sa formation en ligne business. Ça va vraiment beaucoup moins gêner les gens. Et vraiment, ça va faire un contact direct avec les gens, ça va être incroyable. Ça peut vraiment donner des expériences incroyables et ça peut être vraiment rentable. Ouais, absolument. Puis ça marche très bien parce que les gens aiment les agriculteurs. Les gens aiment les agriculteurs en France. Les gens ont conscience quand même. Donc ça, c'est sûr que ce serait une excellente idée. À toi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme idée supplémentaire ? Le B2C, le live. Alors après, il y a des petites idées, mais je ne sais pas si ça leur permettrait vraiment d'avoir des gros revenus supplémentaires. Alors si, une excellente idée, ce serait évidemment s'il y avait un super agri-entrepreneur qui créait sa propre marque de grande distribution avec un partenariat avec plein d'autres agriculteurs. Alors ça, c'est mon rêve. J'investis, prenez mon argent tout de suite. Une espèce de marque de grande distribution avec que des produits locaux, que des produits d'excellente qualité. On teste en ouvrant une dizaine en France dans des lieux vraiment intéressants. Et où en fait, c'est uniquement du coup eux qui distribuent. Et vu qu'ils se mettent à plusieurs, ils mutualisent les coûts, etc. Et là, alors on ne viendrait certainement pas concurrencer, mais on viendrait créer une nouvelle démarche. Et je pense qu'en plus, à ce moment-là, la grande distribution réagirait. Donc moi, j'imagine des magasins de la taille potentiellement d'un petit Auchan, d'un petit Super U, de petites choses comme ça, où il y aurait uniquement des produits qui viennent des agriculteurs. Et ils mutualisent.
Donc avec des employés, avec toute une gestion, etc., avec un directeur de magasin. Et ensuite, après, tu peux soit franchiser, soit tout simplement multiplier. Ça me paraît être une excellente idée et ils ont tout à y gagner parce qu'en mutualisant les coûts, plus facile de payer les salaires, plus facile de gérer tout ça. Donc ça marcherait bien et ça leur ferait une source de revenus très conséquente parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui pourraient carrément au bout d'un moment arriver à vendre à uniquement ces centrales-là. Je dis centrales vulgairement, hein, mais à ces supermarchés-là. Et ça, je pense que ça fonctionnerait très bien. Ouais. Ok, plus ambitieux du coup, hein, très clairement. Plus ambitieux. Du côté de tout ce qui est multiplier les sources de revenus, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'être assez créatif. Ça m'est arrivé de regarder des conférences, des petites choses comme ça, qui donnaient des idées. Le problème, c'est que c'est pas très frais dans ma tête, donc je vais rester un peu vague. Mais les exemples qui étaient donnés dans des conférences, c'était notamment de faire pousser des choses différentes auxquelles les agriculteurs n'ont pas forcément pensé dans un premier lieu, mais qui peuvent être très intéressantes, très rentables. Par exemple, il y a comment s'appelle cette algue verte que tout le monde consomme en complément? Pas les la spiruline. La spiruline. Voilà, exactement. La spiruline, c'est un truc qui peut se faire pousser typiquement sur de grandes surfaces, sur les toits des bâtiments ou des choses comme ça, avec juste 2-3 trucs de base qu'on trouve apparemment facilement chez les agriculteurs. Et c'est un truc qui est assez rentable, pour pas dire même très rentable, pour les gens à faire pousser. Et comme souvent, c'est des gens qui ont pas mal d'espace à faire valoir, il y a moyen en fait d'utiliser cet espace en faisant pousser ou développer des produits, des cultures, de choses auxquelles ils n'ont pas forcément l'habitude. Et je pense que peut-être qu'il faut apprendre à sortir peut-être un peu de, comme on dirait, penser en dehors de la boîte, tu vois, think out of the box. Pour un agriculteur, ça pourrait consister, je pense, à penser à tout ce qu'ils peuvent faire pousser, élever, cultiver, auquel ils vont pas du tout penser. Ils doivent se forcer à penser en dehors de ce qu'ils ont l'habitude de connaître. Et même avec leurs amis agriculteurs, etc., je pense que tous, mutuellement, les uns les autres, ils se nourrissent des mêmes trucs. Et tu vois, c'est normal. C'est une tribu des agriculteurs. Et il faut réussir à leur donner des idées qui sont en dehors de ces tribus, qui cassent un peu les conventions, les codes. Typiquement, putain, j'y arrive déjà pas. Je sais pas les shiitake. La spiruline. Typiquement, la spiruline, c'est un bon exemple de ça, par exemple. Ouais, tout à fait. Ça me fait aussi penser alors là, c'est peut-être un peu plus niche, mais ça illustre très bien ce que tu viens de dire avec le fait qu'ils n'oseraient pas parce qu'ils n'arrivent pas à penser en dehors de la boîte, mais typiquement le CBD qui a des parts de marché de plus en plus grandes, qui prend de plus en plus de place en France. Il y a beaucoup de fumeurs de cannabis qui passent au CBD parce que c'est légal, ça leur permet d'arrêter, etc. C'est moins nocif pour la santé. Typiquement, un agriculteur qui se met à cultiver du CBD sur des grandes surfaces et qui du coup peut commencer à vendre à des chaînes qui vendent du CBD ou qui peut ensuite commencer à le vendre à ceux qui transforment le CBD en huile, en crème, etc., en beurre, on est encore une fois sur juste créer un nouveau truc. Spiruline, CBD, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Mais c'est des trucs où, si tu leur vends l'idée à la base, je suis sûr qu'ils sont complètement réfractaires. Alors qu'on est en plein dans, j'ai un problème, je dois trouver une solution. Ok, quelles sont les solutions possibles? Si ça, c'est une solution possible, viable, et que je peux le faire, let's go. C'est un peu comme ça qu'on voit la vie, de toute façon. L'autre idée... alors, on revient un peu, on boucle sur le e-commerce. Mais j'aime bien l'idée des produits en général par abonnement. Je trouve ça intéressant. Ça fait du MRR et tout. C'est marrant de parler de MRR pour un agriculteur, mais ça peut. Ouais, mais c'est le cas. Et donc, tu pourrais vendre. Alors, il faudrait passer de la monoculture à autre chose. C'est important par contre, parce que ça a moins marché si tu fais des paniers garnis avec des choses que tu envoies directement aux gens. Par abonnement e-commerce, mettre un système d'abonnement, c'est hyper facile. Il y a des extensions qui existent depuis des décennies. Même Shopify a fait récemment, tu m'as dit, une extension officielle. Enfin, tu ne me l'as pas dit personnellement, mais j'ai vu l'info passer. Oui, je te l'ai dit à travers mon audience. Et du coup, super intéressant. Du coup, par abonnement, tu vends n'importe quoi. Et donc, tu peux vendre des box avec des trucs paniers garnis et tout. C'est des trucs qui sont assez agréables à vendre. Si vous faites un bon marketing, c'est super canon en fait. Et oui, faut pas rester en monoculture, ça va pas marcher ce que je dis. Mais évidemment, typiquement, si vous transitionnez vers d'autres modèles économiques, d'autres modèles dont on parle souvent en agriculture, qui sont des sujets bouillants du moment, on parle effectivement de polyculture, on parle d'agroforesterie, on parle de permaculture, on parle de tous ces trucs-là. Moi, je pense notamment à l'agroforesterie, c'est super intéressant parce que ça te permet de cultiver pas mal de produits différents dans un espace. Ça, c'est un truc qui se fait très bien, à mon avis, au côté panier garni après, où tu mets plein de trucs dans un panier, qui peut changer régulièrement en fonction des saisons et tout, et t'envoies directement au client. C'est sûr que si tu fais juste pousser du blé, ça va pas le faire, ça va pas marcher. Ouais, ça va pas pas marcher. Il y a beaucoup de nos conseils qui fonctionnent là, du coup, mais voilà, j'aime bien cette idée-là. C'est assez facile à mettre en place. En fait, c'est pas plus compliqué que tout ce qu'on vient de dire là, et c'est assez cool. Donc voilà, penser MRR comme une startup.
Ouais. Pensez panier garni ou truc un peu dans ce genre-là, et vous pouvez mettre ça en place en e-commerce très facilement. Ouais. Donc là, en l'espace de 17 minutes 40 à peu près, on a donné 6 idées, parce qu'on a donné 3 idées chacun, de nouvelles sources de revenus ou nouveaux moyens de gagner de l'argent ou nouveaux moyens de se faire plus de marge ou voilà, le fait vraiment d'entrepreneuriser une activité d'agriculteur. Je pense qu'ils sont très peu à le faire. Vraiment très très peu. Il y en a quelques-uns, hein, notamment les jeunes en fait. J'ai l'impression que les plus jeunes se mettent à penser de cette De manière-là. plus en plus. Il y en a Mais qui en fait, font faire tout ce qui est de la formation souvent, où tu fais faire des ouais. visites, des tours, des choses comme ça pour découvrir des Ouais, trucs et t'organises des trucs pour les sympas. écoles, pour les écoles aussi, ça, ça Mm. fait une possibilité, hein, faire des activités pour les écoles, Ouais. des sorties scolaires, etc. Tout ça, c'est d'excellentes idées, mais ça demande de se bouger le cul. Ça demande de le faire soi-même, ça demande de se débrouiller, de se renseigner, de se péter la gueule, voilà, ça demande pas d'aide, ça demande pas de loi, ça demande de se débrouiller tout seul, et je pense que ça pourrait en aider plus d'un. C'est clair. Par contre, à mon avis, c'est pas la manière dont tu le présentes qui va faire qu'ils vont se bouger le cul, hein. Parce que quand tu leur dis ça demande de se bouger le cul, tu vas absolument braquer tout le monde. Tout le monde. Surtout des mecs dont le métier est de bosser 100 heures par semaine, Ouais, avec je un sais. métier super physique et tout. Donc, si tu leur dis ça demande de se bouger le cul, pendant que toi t'es au ski et à faire un podcast. Avec Et le mec, il a l'argent son des business, il part à formations. Dubaï. Non, mais alors Mais certes, le message est passé. Imaginez un le- message avec tartiné de Nutella, tout doux, tout mignon, tout bon. Tout... voilà. Voilà, Si je imagine un devais truc sympa, quoi. reformuler, je dirais que ça demande de sortir de sa zone de génie. Ouais. Notre zone de génie étant quand même de nous nourrir. On les en remerciera jamais assez. Mais parfois, il va falloir sortir un peu de cette zone de génie-là pour créer une véritable activité rentable et arrêter de bloquer les ronds-points. C'est ça qui me tue aussi, je comprends pas. C'est que tu te dis, moi je me dis, il devrait être payé 3 ou 4 fois plus. Bah, et ma réflexion, c'est de dire, donc tu prends la pyramide de Maslow et tu dis en fait, les fondements de notre société, c'est eux, tu vois, ou c'est ça, en gros, Oui, non, en mais quelque sorte. d'accord. Mais Non, mais du coup, et ce qui est marrant, c'est que le truc est inversé. C'est-à-dire que plus tu vas en haut de la pyramide, et plus tu peux avoir des salaires très élevés, plus tu vas en bas, et plus tu as des salaires faibles. Et moi, je trouve alors, ça intellectuellement très challengeant. Non pas à comprendre, j'ai compris, hein, mais juste, c'est vraiment bizarre, quoi. Tu te dis, ah, mais pourquoi la pyramide, elle n'est pas inversée, quoi, en termes de revenus et de... bah Mais après, ouais. tu vas répondre, et je peux argumenter dans l'autre sens et expliquer Bah oui, pourquoi... je Enfin, sais. Mais non, oui, mais voilà. je sais que tu le sais. C'est pour ça que je bug et je dis rien parce que je sais que tu sais. Mais pour ceux qui nous écoutent, c'est juste que voilà, non, j'ai pas envie de dire les. Non. Non, En mais fait, après, le haut de la pyramide correspond naturellement à la roue de l'avancée et de l'innovation, en fait. Donc, bah oui, c'est ça en fait. logiquement, il y a C'est que c'est l'incentive plus de faire les avancé. revenus, en fait, qui font que le haut de la pyramide est toujours plus haut. Et la base est, espérons-le, toujours plus large. Pas toujours plus haute, mais toujours plus large. Et Mais c'est ça. Et effectivement, puis enfin, je comprends le, très bien l'idée, c'est juste que c'est bizarre. le voir comme une pyramide, ça explique très bien. Mais le truc, c'est que c'est aussi un cercle parce que c'est grâce à ces personnes qui sont tout en haut de la pyramide, qui ont des métiers, on va dire, les plus avancés technologiquement, que l'argent est réinjecté et que les agriculteurs peuvent avoir droit à des aides et que du coup, ils peuvent continuer à faire leur métier et que tout le monde bouffe et que tout le monde a un Apple Vision Pro dans 10 ans. C'est des choses qui se mangent les unes entre elles. Pour moi, c'est juste la suite logique des choses. Ça se passe comme ça va se passer comme ça. Pourquoi lutter? Mieux vaut s'adapter. D'ailleurs, Oui. Oh là, je te sens parti sur... Ouais, vas-y, allez, vas-y. Transition, l'Apple Vision, absolument, l'une de nos transitions les plus fluides ever, l'une de évidemment. nos transitions les plus fluides, bien entendu. L'Apple Vision Pro est sorti. Les premières vidéos sont ce qu'elles sont. Les premiers trolls sont ce qu'ils sont aussi, parce qu'il y en a eu un paquet. Notamment certains où on s'en rendait pas bien compte au début. Je pense à 2-3 vidéos que j'ai vues de types qui marchent dans la rue et qui font comme ça, etc. Où en fait on s'est rendu compte. Oui, on l'a tous vu celui-là. Le mec Oui, qui on l'a marche tous sur le vu. passage Bah, en fait, piéton. voilà, je vous le dis tout de suite, c'est faux, hein. C'est complètement faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas utiliser l'Apple Vision Pro comme ça. Apple ont sorti un communiqué en disant que cette vidéo était fake. Tu peux pas l'utiliser en marchant. Tu peux te balader dans une pièce. C'est déjà pas hyper fait pour. Mais alors en marchant comme ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce que tu penses des premières sorties, des premières choses qui ont été rendues publiques, des premiers tests que tu as peut-être regardés aussi? Ouais. T'en es où avec ça? Est-ce que ça te hype? Est-ce que t'es déçu? T'es comment là-dessus? Mais non, c'est super intéressant. J'ai regardé effectivement une vidéo.
un test en anglais et j'ai regardé un début de trucs en français vite fait. Et ensuite, j'ai vu les miniatures, quoi. T'es renseigné sur l'Apple Vision Pro? Oui, j'ai vu toutes les miniatures sur YouTube. J'ai vu toutes les miniatures sur YouTube. Mais en voyant toutes les miniatures, t'as compris en gros le narratif du moment, quoi. Et ce qui se dit et ce qu'il faut retenir, en fait. Donc, la narrative du moment, je l'ai. Et moi, je suis pas déçu. En fait, j'ai l'impression que mon niveau d'attente était juste correctement placé. Parce que je suis ni déçu, ni super hypé, tu vois. C'est juste, en fait, je m'attendais à ça. Entre j'ai eu exactement ça. J'ai eu on a une merveille de technologie qui est un truc vraiment de dingue. Faut quand même se replacer dans le contexte de, je sais pas moi, 2008. C'est en 2008, je crois, que sortait Iron Man. Je suis pas sûr de la date. Ouais. Le premier Iron Man où tu le voyais déplacer des écrans comme ça dans le vide et tout. Enfin, c'était incroyable. Je sais pas si les gens se rendent compte. Je sais pas si les gens réalisent. Même si évidemment c'est le tout début de ça, c'est le niveau 0 de ça et on peut faire plus excitant. Évidemment, on a tous envie de porter juste des petites lunettes qui pèsent 200 grammes et voilà. Mais c'est littéralement, en substance, ça. C'est ce qu'il y avait dans le film Iron Man. C'est littéralement ça. Donc, c'est le niveau 1 de ça. Peut-être pas le niveau 0, faut pas déconner. Mais c'est le niveau 1 de ça. Mais ça reste, c'est exactement ça. Et je peux tellement pas expliquer comment ça marche qu'évidemment, je suis complètement sur le cul. Donc, j'ai très envie d'en avoir un entre les mains. Par contre, j'ai pas envie de l'acheter. Parce que c'est vrai que pour l'instant, je sais qu'il va y avoir d'autres générations. Je sais que ça, c'est la génération des gens qui payent les pots cassés et qui financent les générations suivantes. Donc moi, je suis rarement tout au début de la courbe d'innovation. En général, je suis pas très loin derrière. Je fais partie plutôt des premiers, mais je suis pas dans le top 1% des gens qui adoptent un truc si nouveau, avec si peu d'usage évident là de prime abord, tu vois, pour toi au quotidien maintenant. J'ai quand même vu des usages qui étaient intéressants, qui étaient pour le coup des détails vraiment insignifiants, mais qui montrent bien que c'est quand même... Je vais peut-être pas dire disruptif parce que quand vous allez prendre mon exemple, vous allez dire putain, il est vraiment con ton exemple. Attends, je vais te donner mon exemple. C'est vraiment l'exemple que je trouve le plus incroyable. Vas-y. Quand tu passes l'aspirateur avec l'Apple Vision Pro. Oh, j'ai vu, quel plaisir. Mais quel plaisir. Ah mon Dieu, mais la vie. Je veux automatiser ma vie. Il y a eu un avant et un après. Automatiser mon corps. Il y a eu un avant et un après de voir cette vidéo. Clairement. L'avant, c'est effectivement tout ce qu'on fait déjà, mais on le fait via des écrans dans le vide, etc., en VR et tout, c'est très cool. J'ai juste envie de voir, comme disent tout le monde, j'en ai marre de l'entendre cette expression, mais la killer app, tu vois, les nouveaux usages vraiment et tout. Je suis comme tout le monde, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer ces prochains mois. Mais je suis passé de ça à tout de suite, oh mon Dieu, en fait, c'est vraiment le futur. Il y a des usages là maintenant tout de suite qui sont complètement disruptifs. C'est juste, vous mettez le casque, Apple Vision Pro, et quand vous passez l'aspirateur, ça doit être une application, un petit jeu, tu vois, que tu peux activer. L'application met des pièces partout, des petites pièces, vous savez, comme dans Mario et tout, des pièces partout au sol, partout chez vous. Et du coup, quand vous passez l'aspirateur, pour être sûr que vous le passez partout et au passage, rendre le truc super ludique évidemment, et bien du coup, vous passez l'aspirateur et ça aspire les pièces. Et donc, le but pour aspirer chez vous, c'est d'aspirer les pièces absolument partout. Franchement, regardez la vidéo, essayez de trouver des extraits de ça sur Internet. Quand tu vois ça, Ouais, ça c'est incroyable. Il y a un avant et un après, quoi. Ça c'est vraiment incroyable et c'est là où pour moi on se rapproche de plus en plus de quelque chose comme Ready Player One, tu vois. Alors pas dans le côté vraiment de faux monde, mais dans le côté où le faux monde de Ready Player One est carrément accessible à un moment si on a tous des Apple Vision Pro sur les yeux, quoi. Parce que à ce moment-là, tout deviendrait comme ça. C'est-à-dire que je rêve du jour où toi et moi on aura des lunettes sur le nez et on va rentrer dans la même pièce, on va faire « Ah, salut, ça va ?» On va se checker et quand on va se checker, ça va faire des petites flammes autour, tu vois. Tout peut devenir comme ça. Je veux que tout devienne comme ça. Je veux qu'à chaque fois que je mange, il y ait ma barre de vie qui augmente un peu, tu vois, dans le coin supérieur gauche. Quand je mets un bout de steak, je veux que ça augmente un peu. Je veux que ce soit entièrement comme ça. Par contre, ça sous-entend que tu es tout le temps en fusion avec le truc, avec la machine. Là, on n'en est pas. C'est vrai que du coup, t'imagines des lentilles, là, c'est pour ça, du coup. Oui. Pour qu'il y ait une barre de vie qui reste. Mais des lunettes, ça passe, des lunettes. Ouais, des lunettes, ça passe. Non, mais voilà mon avis, propre ni sous-côté ni sur-côté, proprement côté, quoi. Voilà, en gros, c'est ça que je veux dire. Proprement côté. Parce que j'avais déjà compris d'avance qu'il n'y avait probablement pas avoir beaucoup de killer app ou d'usage de fou malade dès le début, qui soit vraiment, vraiment évident. Et en même temps, la technologie, il faut vraiment être un gros rabat-joie pour juste pas être impressionné du tout et se dire oui, bah c'est nul. Enfin, je veux dire, à quel moment le contrôle par les mains, par les yeux, à quel moment, quoi? Comment c'est possible? Ouais. Ça devrait pas être possible.
Je comprends pas comment ça marche. Ça devrait pas marcher. C'est de la science-fiction. Et oui, je suis impressionné. Voilà. Et toi, Louis, qu'est-ce que tu penses de l'Apple Vision Pro en l'état à ce stade? Et qu'est-ce que tu imagines pour les mois à venir? Écoute, moi globalement, je suis très satisfait de ce que j'ai vu. On le sait, hein, on en a déjà parlé dans ce podcast. Moi, je suis très hypé par tout ça. J'ai vu quelques bugs. Je vais mettre les pieds dans le plat direct. J'ai vu quelques bugs. J'ai vu des mecs qui essayent de montrer des trucs, qui essayent de scroller là avec leurs deux doigts comme des golemons et où il se passe pas grand chose. Donc ça m'a un peu, voilà, j'ai eu des petits moments de frisson. Mais je suis globalement très hypé par le projet complet. Je dis le projet comme si c'était un lancement de formation. On vient révolutionner la manière dont on utilise Internet. Mais oui, c'est un petit projet, quoi. Je suis très content que ça arrive. Je trouve ça génial. B+. B+, B-. Il y a des bugs, c'est normal. Et de par ces bugs, je fais quelque chose que je ne fais pas souvent dans ma vie. Mais Alexis, tu as certainement raison avec ta position relativement modérée. Et du coup, je ne vais pas faire partie de la vague d'early adopters. Voilà. Ce jour est arrivé. Oh mon Dieu. On devrait arrêter le podcast là-dessus. Là. Le moment est tellement épique. C'est le plus beau cliffhanger qu'on aurait pu laisser avec l'épisode d'après, quoi. Exactement. Le 11e épisode. Que va-t-il se passer? Non, mais rendez-vous compte de ce que dit Louis. Louis qui est un véritable fanatique hardcore. Emo, punk. Oui, ça part en cacahuète. Ça part un peu en cacahuète. De la marque Apple qui achète absolument tout ce qui bouge à partir du moment où il y a une pomme dessus. Qu'est-ce qui t'arrive du coup? Enfin, si j'ai compris ce qui t'arrive. La voix de la raison en fait. Tu m'as écouté parler juste avant et tu t'es dit, mais en fait, alors, c'est vrai, deux choses. Alexis est dans un entre-deux que je devrais adopter. Oui, alors peut-être. Il y a deux choses. Premièrement, c'est les petits bugs et tout. Ça, effectivement, moi, c'est pas possible. Je suis pas là pour acheter un produit avec des bugs. J'ai juste pas le temps, en fait. Enfin, je suis pas bêta-testeur, quoi. Je suis pas là pour faire des reviews à Apple, écrire des messages de 10 lignes leur disant. Alors, tellement chef d'entreprise quand t'as dit ça. Faut que tu. Alors, je suis pas là pour acheter des bugs. J'ai pas le temps. Non, mais avec les livres que t'as, parce qu'il a une bibliothèque derrière lui. Oui, je sais pas pour ceux qui ne le voient pas. Derrière moi. Et donc vraiment là, ça faisait chef d'entreprise quand t'as dit ça, c'était beau. J'ai juste absolument pas le temps de prendre d'acheter un produit qui est en bêta, un produit pas fini. J'ai vu qu'il y avait des bugs, c'est pas pour moi s'il y a des bugs, rappelez-moi quand il y en aura plus, parce que il y en a et c'est juste pas dans mon workflow, quoi. Moi actuellement j'ai pas de bugs. Donc je peux pas mettre un nouveau truc aussi bien et aussi hypant soit-il, aussi irrationnel puis-je être, ça c'est un peu trop loin pour moi. S'il y a des bugs, c'est pas possible. Donc je vais attendre qu'il n'y en ait plus, premièrement. Et deuxièmement, j'ai vu les prix pour l'Europe. Cette fameuse Union Européenne que nous aimons tant, dont on parlait au début de ce podcast. Ah, il y a les prix Oh là là. Oh mon Dieu. Alors, très souvent, enfin à chaque fois... Alors, redonne le prix aux États-Unis aussi, parce que j'ai plus... Oui, j'arrive. J'y viens, on va faire un petit préambule avant. Très souvent, tous les produits Apple, il y a une assez grosse différence entre prix en dollars et prix en euros déjà. C'est-à-dire que de base, le prix en dollars est toujours plus faible. Maintenant, quand tu fais la conversion, du coup, ça creuse l'écart. Et le truc, c'est que là, c'est encore pire. Puisque là, l'Apple Vision Pro en 512 Go se vend à 3 499 $ américains aux États-Unis. Et il se vendra pour la modique somme de, je crois que j'ai vu, 5 400 € en France, ce qui n'a aucun sens, ce qui est horrible. Donc non, mais cette information sera peut-être démentie, j'espère qu'elle le sera évidemment, mais je ne crois pas. Tout ce que j'ai vu avait l'air très très officiel et très réel. Et donc c'est un enfer. Merci l'Union Européenne, les taxes à l'importation. Comment freiner l'expansion d'un marché. Alexis va vérifier en direct ces infos. Alexis qui est sur le terrain. Alexis, vous qui êtes sur le terrain, dites-nous comment ça se passe. Les gens sont-ils révoltés de ce qui se passe? Alors en direct de l'Apple Store à Paris, je ne sais pas s'il y a un Apple Store à Paris, on va dire qu'il y a un Apple Store à Paris. Les gens font la queue. Non, je plaisante, il n'y a absolument personne dans l'Apple Store. L'Apple Vision Pro est beaucoup trop cher. D'ailleurs, il y a un passant. On va aller l'interpeller tout de suite et lui demander. Oui, excusez-moi, vous. Oui, vous. Très bien. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, l'Apple Vision Pro. Est-ce que vous avez entendu parler de... Oui, vous avez entendu parler de l'Apple Vision Pro, cet objet révolutionnaire qui arrive en Europe pour la modique somme de 5 400 €. Allez-vous l'acheter? Eh bien, non, parce que c'est beaucoup trop cher. Et voilà, je rends l'antenne à toi Louis. Donc, comme vous pouvez le constater, en Europe, c'est juste beaucoup trop cher et il n'y a personne
devant les Apple Store. Du coup, je suis en train de faire ma blague. Je n'arrive du coup pas du tout à chercher l'information que je cherche sérieusement. Mais c'est juste que j'arrive pas à y croire. Ça me paraît tellement, tellement cher. C'est terrible. Je vais chercher aussi tout de suite en direct. On va chercher, parce que c'est aussi ça entre deux. Hein. On va aussi chercher des informations en direct. Absolument passionnant à suivre pour vous. Là, on est totalement en train de parler lentement pour meubler. Je répète, nous sommes en train, en direct, sans couper, sans interruption, brut, de meubler pour vos oreilles, rien que pour vos oreilles. Mais je ne trouve pas l'information. Allez, c'est pas grave, on regardera. Moi, je regarderai dans un prochain épisode. Pour le prochain épisode, sauf si Louis arrive à trouver l'information. Je l'ai sous les yeux. Tu l'as de quelle source, surtout? Je l'ai sous les yeux. Des sources le donnent à 4100 au mieux. Ok. Et sinon, il y a des écart, on va pas se mentir. Il y a des captures d'écran que je peux vous montrer. Je suis en train de regarder ma caméra. Ça n'a rien à voir, putain. Bon, la mise au point ne se fait pas, mais du coup, je vais vous le lire. Le premier prix serait à 5399 euros. Donc, on est bien sur 5400 euros. C'est complètement hors de prix et ce serait terrible parce que ça poserait énormément de problèmes pour le développement, hein, tout simplement. Donc, j'ai peur que ce soit le cas. Dans tous les cas, ce sera plus cher que 3499 euros. Parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours plus cher. Donc moi je table au minimum sur un 4900, 999 malheureusement. Et donc ça plus les bugs, plus mon ami Alexis parfois il dit des trucs intéressants, égale je vais attendre d'être dans la deuxième vague, voire la troisième vague, tout simplement. Qui va pas forcément tarder à arriver. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura une Gen 2, mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils vont avoir la capacité au début de sérialiser comme ils le font avec l'iPhone, avec un nouvel appareil tous les ans. Je pense que c'est un peu rapide, c'est un peu brutal pour faire ça. Je pense pas qu'il y aura un nouvel Apple Vision dès 2025 forcément, je ne sais pas. Ah, moi je pense que si. Ouais, 2025, tu penses qu'ils vont passer l'Apple Vision 2025, de Pro à juste un autre suffixe quoi, en gros, et puis faire un truc plus abordable. Ouais, ou un Pro 2, tu vois, un Apple Vision Pro 2. Ouais. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est le même form factor que les Google Glass, tu vois, juste un truc que tu poses sur ta tête, tout simple. Ça viendra. Ouais, ça va falloir attendre quelques années, je pense quand même. Mais j'ai hâte. Ouais, c'est clair. Non, mais voilà, donc on est quand même tous les deux hypés, je pense, par le produit. Et je pense qu'on est très content de laisser les autres l'essayer à notre place et de voir comment tout ça évolue, quoi. Et de voir des usages toujours plus fous, surtout, hein, sur l'Apple Vision Pro. Ouais. Ouais. Moi, je pense que je vais quand même aller tester. À un moment, si je passe par un Apple Store, je vais y aller. Ouais, je vais y aller. Je vais quand même y aller au cas où ça me débloque quelque chose. Je sais pas quand est-ce que ce sera dispo à Dubaï, mais j'irai voir ça. Sans transition, moi j'ai un autre truc, un autre sujet en tête. Enfin, je voulais te poser la question, autant te la poser pendant le podcast. Est-ce que tu as vu le documentaire Merci Internet ? Oui, bien sûr, je l'ai vu. Vous l'avez vu ? Je l'ai vu et je l'ai dégusté. Tu l'as vu aussi ? Ouais, très 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 bien. Ouais. Bah vas-y, dis-moi ce que toi t'en penses, si t'as des trucs à dire. Moi j'ai une petite anecdote par rapport qui paye pas de mine, mais quand même. Ok. Moi je suis ravi de ce documentaire pour plusieurs choses. C'est que je suis dans l'exact persona, vraiment le cœur de cible de ce documentaire parce que j'ai littéralement suivi. Juste, on explique peut-être, j'ai oublié. Faut expliquer quand même ce que c'est. Oui. Alors, Merci Internet, documentaire produit par Amazon Prime Video qui retrace la vie de Squeezie. Squeezie, Lucas Auchard, premier youtubeur français, plus de 18 millions d'abonnés, qui fait des vidéos depuis 12 ou 13 ans maintenant. Qui sera très vite dépassé par Thibaut InShape dans quelques mois, je vous le dis. Oui, tout à fait, ça arrive très vite. Vu ce que fait vite. Thibaut, on en parlera dans le prochain podcast. Oui. Mais c'est magnifique ce qu'il fait, cela dit. Mais oui, donc Squeezie, Lucas Auchard, premier youtubeur français, documentaire sur Amazon Prime Video de 6 épisodes, c'est ça ? 6-8 épisodes ? 6, ouais. Non, 5. 5 épisodes. Moi, j'ai adoré parce que déjà, quand il y avait eu le GP1, le Grand Prix Explorer 1, que je m'étais fait un plaisir de regarder en live, j'avais eu une réflexion de me dire putain, ça fait quand même un bien fou de se dire que tous ces mecs-là auraient eu une vie beaucoup moins marrante si ils étaient pas nés à notre époque.
ils auraient eu une vie ils auraient été beaucoup moins reconnus, beaucoup moins aimés, beaucoup moins épanouis certainement. Et en fait, je trouve que ça fait un bien fou de se dire que tous ces mecs-là ont une place maintenant. Des mecs qui se retrouvaient dans rien quand ils étaient petits, qui aimaient juste jouer aux jeux vidéo, jouer à des jeux de rôle et se dire qu'ils étaient un peu bizarres mais que c'était pas grave et qu'ils avaient pas beaucoup de copains. Et ben, je suis ravi qu'aujourd'hui ces mecs-là pèsent à mort et écrasent tous les mignons d'écoles de commerce qui rêvent à des postes où au maximum ils seront plafonnés à 6K par mois. Donc ça c'est un plaisir sans nom. Et en plus je me suis retrouvé à mort dans le persona, vraiment la cible exacte du documentaire, puisque je peux être en partie le persona de la masse silencieuse qui regarde Squeezie depuis des années et des années. J'ai commencé en 2012, 2013, donc ça toi, fait tu vraiment... depuis tout ce temps. Ouais. Moi, je suis depuis qu'il fait des podcasts, en fait. Il faisait des petits podcasts, qu'il jouait à Call of Duty, et j'ai suivi au fur et à mesure tous les autres. Et en fait, du coup, j'ai pu suivre à travers YouTube et maintenant à travers d'autres choses, enfin à travers ce documentaire, des parties que j'avais pas forcément vues. Je repense à une particulièrement, si je peux en citer une qui m'a vraiment presque ému. C'est le moment qui date de l'année dernière ou l'année d'avant, où en fait Hugo Décrypte et d'autres ont organisé des vacances pour Lucas, parce qu'il n'était jamais parti en vacances avec des potes, parce que sa vie a fait qu'il n'a pas eu d'enfance normale, il n'a pas eu d'adolescence, enfance si, mais il n'a pas eu d'adolescence normale du tout. Il n'a jamais eu ce truc de partir, comme moi je l'ai fait là par exemple au ski, dans une maison entre potes pour passer une semaine. Et ils ont organisé ça, en partie pour lui, en grande partie pour lui, et surtout pour partir ensemble, etc. Et en fait, moi j'avais suivi qu'ils étaient tous partis en vacances. Et sur le moment, je m'étais juste dit, ah, trop bien, ils partent en vacances ensemble, ça veut dire qu'ils sont potes. Et quand tu vois le documentaire, tu vois l'envers du décor, tu vois en fait ce truc où son frère est face à la caméra, il a les larmes aux yeux, et il se dit qu'il a eu peur pour son petit frère, quoi. Et je trouve ça vachement bien qu'ils aient fait ça, parce que ça remet en place énormément de choses, ça humanise énormément, évidemment, et surtout ça nous rappelle que ce type-là, c'est juste exactement la définition que j'ai donnée au début, c'est-à-dire un gamin qui se trouvait certainement un peu bizarre, qui faisait des trucs un peu bizarres pour les gens autour de lui, qui devait pas être hyper bien dans sa peau, et qui en plus avait des tics, on l'apprend dans le documentaire, des tics sévères, très sévères, dur à porter je pense quand t'es jeune comme ça, et qui du coup juste on peut avoir l'impression que maintenant tout va bien, ça y est, il est multimillionnaire, sa vie est toute tracée, mais en fait non, il a d'autres problématiques, d'autres choses à régler, et c'est cet aspect-là qui m'a le plus plu je pense dans le documentaire. Je sais même pas à quel point il est multimillionnaire, enfin c'est pas clair pour moi en fait de comment il gère son argent dans l'entreprise et tout, et il a eu quand même un niveau de dépenses qui s'est quand même pas mal indexé à son succès, je trouve, depuis des années, au point de faire des méga dépenses, vraiment des méga prods en permanence, les vidéos, etc. Je suis pas juste convaincu. Enfin, un millionnaire, qu'est-ce que tu appelles multimillionnaire? Tu veux dire en actif ou en cash? Ah non, en cash. Tu parles de sa boîte, sûr. Je veux dire. En cash, j'en suis sûr. Ah ouais, t'en es sûr? Ouais. En fait, j'en suis sûr pour plusieurs raisons. Premièrement, le rachat de sa marque en 2018, 2019, 2017 par Webedia, un truc comme ça, pour la modique somme de 12 millions. Ah oui, il a peut-être pas tout dépensé depuis. Bah ouais, tu vois, c'est-à-dire que... Malgré le GP et tout, parce que bon, ouais. Premièrement, il y a ça. Deuxièmement, toutes les marques, aujourd'hui, quand même, un Squeezie, j'avais vu, c'est Gotaga, gros streamer français, avait donné un chiffre, sponsoriser un live, juste un live, ce qui est là où il fait le moins de vues. Juste un live d'un Squeezie, c'est autour de 80 000 euros pour 2, 3, 4 heures de live. Donc 80 000 euros pour 4 heures de live, imagine le prix d'une sponsor, d'une énorme vidéo qui va faire 6, 7, 8, 9 millions de vues. Je pense qu'on parle très vite. On parle très vite en plusieurs centaines de milliers d'euros, voire en millions pour certains. Alors millions, je sais pas, mais peut-être dans le cas du GP, tu veux dire éventuellement. Ouais. Donc je pense que il se met extrêmement bien au niveau financier, mais ça fait pas tout, parce que le gars émotionnellement est instable, bancal, détruit, il a même pas de modèle, quoi. Il peut pas se référer à autre chose, de se dire ah oui lui ça s'est passé comme ça, moi je vais faire pareil. C'est le plus jeune, le premier, donc ça a aussi des gros désavantages, je pense, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. T'as bien aimé toi?
Ouais, le documentaire, j'ai beaucoup aimé. Déjà parce le documentaire est fabriqué de manière super intelligente. Parce que Mhm. c'est le miroir d'une génération et ça raconte pas juste la vie de Squeezie. Et ça, bah déjà, c'est un vrai projet de documentaire, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, effectivement, la vie de Squeezie, c'est une excuse pour faire un épisode sur tous ces jeunes qui veulent faire des trucs sur Internet, pour parler du ouais, jeu vidéo, pour parler du gap générationnel qu'il y a eu entre la ouais. télé et Internet, pour parler même à la fin, ça m'a beaucoup surpris, hein, de l'e-sport. Ils n'ont pas fait qu'un peu Ouais, en plus en parler. ouais, moi aussi, Ils ouais, ont épisode beaucoup entier parlé, et quasiment. beaucoup plus que ce que j'imaginais. Je trouve que du coup, ça s'est passé comme une lettre à la poste. C'était très très bien fait. Donc non, ça m'a beaucoup plu. Très très joli en plus. Tout ce qui est des gens talentueux vraiment qui bossent sur le documentaire, parce que tout ce qui est effets visuels et tout, ça marche vraiment bien. Tu sens l'esprit fou derrière. Je me rappelle de Ouais. l'épisode avec Eric et Ramsey. Ça m'avait marqué la tête qui apparaît derrière les gens là comme Ah ça. oui, Ah oui, mais oui, moi oui, oui. j'étais flippé C'était hilarant. cet effet. Hilarant, vraiment. On le revoit dans le documentaire et tu vois qu'il y a le même esprit en fait derrière ce documentaire. Ils se sont fait plaisir à plusieurs reprises. Donc Ouais, très très cool. Je trouve qu'il y a un fort sentiment d'empathie qui est généré à l'encontre de Lucas aussi. ouais, Très très fort sentiment d'empathie. C'est vraiment facile de se mettre dans ses bottes, d'imaginer un peu un dixième de ce qu'il a vécu ouais, et d'avoir beaucoup d'empathie pour quelqu'un qui pourrait ne pas en avoir, qui pourrait être pétri de star system, tu vois, dans un ouais. sens très péjoratif, tu vois, mais genre quelqu'un d'inaccessible et tout. Et au final, on a vraiment juste un gamin qu'on voit grandir. Et effectivement, le documentaire s'attache pas à expliquer qu'il est multimillionnaire et tout. C'est pas vraiment l'objet, tu vois, Ouais, non, non, qui est pas du plus tout. une conséquence de second ou troisième ordre. C'est pas vraiment le but, tu vois. Ouais. Et je trouve que ce documentaire était très très beau. M'a fait. En fait, j'ai déjà regardé quelques vidéos de Squeezie, évidemment, avant ce documentaire. Mais là, je pense que ce documentaire a créé une attache, du coup, émotionnelle, où Ouais, tu te dis, j'ai vraiment envie de le suivre maintenant, alors qu'avant, je le suivais de loin, tu vois, de très très loin. ok, Il y a des tas ok. de trucs qui lui sont arrivés que je n'avais pas vu passer. Ces clips, ces vidéos très connues avec, je sais pas, 80 Ouais, millions de vues et tout. Moi, j'avais rien vu de tout ça, en fait. J'étais au courant ok, de rien. ok. Rien du tout. Donc ouais, là maintenant, suite à ce documentaire, clairement, je vais le suivre. J'ai beaucoup plus de respect pour lui encore que je n'en avais avant, sachant que j'en avais Mhm. déjà. J'étais déjà revenu non pas de loin, mais je dirais à un moment où Squeezie, il m'intéressait pas du tout. Je voyais Ouais, ça comme juste un ado ou un grand adulte qui gesticulait, qui faisait des trucs, voilà. oui, mais Et parce que, déjà, ça, j'en étais revenu déjà depuis plusieurs années, en voyant un peu juste des fois c'est des vidéos qu'il fait. Alors là, le documentaire m'a vraiment achevé d'en revenir de très très loin, quoi, à ce niveau-là. ouais, bah oui, oui, tu m'étonnes. Mais parce que oui, je suis en train de réaliser un truc en même temps que moi, je n'ai pas du tout et qui doit quand même jouer dans la perception. Alors, pas énormément, mais Lucas est plus jeune que toi. Ouais. Et moi, pas du tout. Mais moi, j'ai l'habitude que les gens successful, que les gens avec beaucoup de notoriété, etc., soient plus âgés que moi. Toi, c'est pas le cas. Est-ce que tu penses que ça change un petit peu ta perception Non, 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 parce que j'en avais en pas tout cas, la vraiment perception conscience. que tu as pu avoir, la perception que tu as En pu fait, avoir à un j'avais moment. absolument aucune conscience de son âge, de sa génération, Ok, de rien. ok, Je me suis ok, juste littéralement jamais intéressé à lui de près ou de loin. ok. Donc non, je pense que ça n'a pas joué du tout sur ma perception. Même là aujourd'hui, j'aurais pas pu te dire quel âge il a exactement. Je me suis dit qu'on avait plus ou moins le même âge, qu'on était grosso modo de la même génération. Et grosso modo, c'est le cas, hein. Grosso modo, encore une fois. Oui, oui, il a, oui, Quelques années, vite fait d'écart, mais il a 27 ans, me ouais, semble-t-il. grosso modo quoi. Là, ça nous fait 4 ans d'écart. Ouais. Oui, 5. Mais non, non, Mais pas du tout. Moi, par exemple, c'est juste, c'est un tri naturel de la vie qui fait que je me suis pas intéressé à lui, je me suis intéressé à d'autres. Tu vois, moi, je me suis intéressé très jeune à Thibaut parce que je regardais beaucoup ouais, de contenu sur la musculation il y a plusieurs années. Et Thibaut InShape, moi, c'est quelqu'un que j'ai suivi assez tôt. Tu vois, par exemple, ouais, Squeezie, je l'ai jamais trop suivi, mais Thibaut InShape, je le connais depuis qu'il a, je sais pas, 300 000 abonnés, un truc comme ça. Je vais le ouais. connaître par là, 200 000, 300 000, peut-être 200, peut-être qu'il avait 180 000 abonnés, même un truc comme ça, dans ces eaux-là, je pense. Donc moi j'ai suivi Thibaut InShape grandir. Au début je le suivais beaucoup parce qu'il faisait vraiment du contenu muscu. Il a commencé Ouais, à être très grand public, là je le suivais moins, mais c'est juste pour dire que je le connais depuis plus longtemps. Donc on a ouais, tous nos créateurs qu'on a suivis depuis, voilà. ouais, Mais ouais, ouais, tout à fait. petite anecdote juste sympathique par rapport Mhm. à Squeezie. En fait j'ai vu dans le générique, je m'en suis rendu compte au bout de deux trois épisodes, qu'il y a quelqu'un que je connais qui a bossé sur ce documentaire. Ah, c'est marrant. Quelqu'un avec qui j'étais à l'école à Nantes. Donc j'étais dans une école de cinéma qui s'appelait Ciné Creatis.
Et alors, c'est pas quelqu'un qui était dans ma classe directement, mais on était toujours dans la même génération, donc dans les mêmes voilà. Et puis on avait un groupe de potes en commun, donc je la voyais régulièrement, même si c'était pas une grande amie, mais je veux dire, je la voyais régulièrement, on s'entendait bien quoi. Quelqu'un qui s'appelle Julie, et je me suis rendu compte qu'elle bosse sur. J'ai découvert complètement par hasard, c'est génial. C'est marrant. Tu sais, tous ces moments où tu te demandes ce que sont devenus les gens et que tu reconnais un nom comme ça. Oui. Elle est directrice de prod, je crois, ou un truc comme ça, dans une boîte qui s'appelle Unfold Production, qui est responsable non seulement du documentaire, mais qui est aussi, en fait, plus généralement, bosse avec Squeezie. Unfold, il bosse avec Squeezie très fréquemment. Alors, je sais plus le nom de son poste exactement. J'ai peut-être un peu abusé en disant directrice. Je sais qu'elle a un poste à responsabilité. Je me suis juste Julie Peloso, Unfold Production. J'hésitais à dire son nom, mais en fait, il n'y a vraiment aucun problème à dire son nom, je me suis dit. Donc... Bah oui, ouais. Enfin voilà, je te laisserai la regarder après son poste, son nom exact. Du coup, je suis en train de regarder quand même. Mais du coup, j'ai vu son nom à plein de fois et je l'ai vu dans le documentaire. Ça m'a fait trop bizarre de la voir dans le documentaire. Je ne l'avais pas vue depuis des années. C'est ça, elle est directrice de prod. Directrice de prod à Unfold Production. Donc, c'est quelqu'un avec que j'ai connu un peu. Voilà, où on a fait quelques soirées ensemble. C'est marrant. Voilà, donc, et puis surtout de la voir dans le documentaire, ça c'est très cool. Ouais, bah oui, je la vois avec. Donc ça veut dire que voilà, elle connaît. Et je me demande si elle est pas. Enfin, non, je connais pas très bien ce qui lui est arrivé. Je me demande si elle est pas passée, parce qu'à un moment il y avait une autre youtubeuse qui parlait de bouquins, de livres, et je crois qu'elle a arrêté et tout. Je me demande si ils ont pas commencé leur boîte de prod avec une première youtubeuse comme ça, et ensuite ils ont continué. Je sais pas trop. Mais voilà, petite anecdote, c'est toute bête. Il y a quelqu'un avec qui j'étais à l'école. Ouais, c'est marrant, effectivement. C'est marrant et ça rejoint un truc dont on parlait ensemble il y a quelques temps où en sont les gens, etc. Ouais, tout à fait. Où est-ce que tu allais dire ? Ça, c'est trop bien, justement. Enfin, de voir des gens qui ont un parcours comme ça, d'un seul coup, tu vois un nom et tout, tu te dis, tu sais, il y a ce côté, si c'est ma pote, c'est un peu moi qui réussis aussi, tu vois, parce que je sais pas, je les connais. Donc, je vois ce que tu veux dire. Voilà, ouais, je vois ce que je veux dire. Moi, quand je vois quelqu'un qui a fait un truc incroyable, parce qu'en vrai, directrice de prod à Unfold, je pense que ça va. C'est très cool, ouais. Parce qu'elle est encore jeune, hein, du coup. Donc, je veux dire, en fait, elle a un excellent début de carrière en réalité. Parce qu'on peut vraiment considérer que c'est encore le début de sa carrière. Donc là, pour le coup, je pense qu'elle est bien, tu vois. Et du coup, ouais, il y a ce truc. J'ai ressenti ce truc-là. De me dire, il y a de la joie. Il y a de la joie par extension, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est ça, exactement. Ok, est-ce qu'on va tranquillement vers l'idée de business de fin de podcast ? Je crois qu'on y va. Je crois qu'on va tranquillement vers cette idée de business et je vais rentrer immédiatement dans le dur. Cette idée de business, je l'ai eue avec Victoria, que vous connaissez maintenant si vous suivez le podcast, et avec Léo, un ami à moi qui nous a gentiment prêté sa maison, enfin qui nous a fait profiter de sa maison là où je suis au ski. On a eu cette idée rapidement tous les trois. On s'est dit, est-ce que ce serait pas vachement intéressant d'avoir dans les lieux type stations de ski, autour des stations de ski et stations balnéaires autour des stations balnéaires, des petits producteurs. Enfin, pas des petits producteurs, parce que l'idée de business, c'est tout simplement de créer en fait un système de commande, un peu comme Uber Eats, mais uniquement pour le boucher qui est tout en bas de la montagne, le poissonnier qui est sur l'autre versant, le maraîcher, l'agriculteur qui est de l'autre côté de la montagne, etc. Et où en fait il y a un système où tu commandes ce que tu veux sur l'application et chaque jour, un peu comme on livrait le lait il y a quelques années, eh bien tu seras livré de tes produits que tu as commandés pour pouvoir te faire à manger au lieu de te taper les 50 minutes de bagnole pour pour entreapercevoir un poissonnier ou un boucher. Et du coup, c'est aussi simple que ça. Ce serait une application où il y aurait du coup une tournée quotidienne qui viendrait livrer ce que tu as commandé la veille chez le boucher, chez le poissonnier, chez le maraîcher, etc. etc. Application pour la vie en montagne en général. Les gens qui ont souvent pas mal de vie en montagne et vie... Alors, on a pensé plutôt à la montagne, effectivement, parce que la route est terrible à la montagne. Je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là. 9 km, c'est 25 minutes. Ça n'a aucun sens. Mais on a pensé à la vie en montagne. Après, on s'est dit ce serait quand même bien d'étendre un peu, parce que la montagne, ça va peut-être pas trop durer quand même. Donc, les stations balnéaires, les bords de côte, les bords de mer, etc. Ok. Ouais, ça sent l'idée de business qui découle vraiment d'un besoin, enfin d'un truc que vous avez eu à un moment où vous vous êtes dit, clairement, en fait, il nous faut ça, quoi. Donc ça, souvent, c'est quand même plutôt un bon indice. Je pense qu'il y a un truc à faire. S'il y a un besoin, s'il y a un problème, il y a d'une façon ou d'une autre, doit y avoir une solution. Donc, ok, ça a l'air intéressant. Je trouve qu'il faudrait vraiment creuser et tout. Je saurais pas trop te dire là comme ça.
si c'est une bonne idée ou pas. J'ai l'impression qu'il y a l'esquisse d'une bonne idée. Et j'ai l'impression que tu vas avoir le label Alexis FH et mon approbation. Mais il faudrait que j'étudie le dossier plus en profondeur. Je vois. Pour la petite anecdote, au début, on s'était dit que ça pourrait être des livreurs indépendants, parce qu'il y a plein de gens qui habitent dans la région à l'année et qui s'emmerdent un peu pour la plupart. Et du coup, ça pourrait être sympa pour eux d'avoir un espèce d'à côté où ils peuvent s'inscrire en tant que livreur et tout. Le truc, c'est que ça demanderait... Enfin, c'est quand même vite chiant. Il y a vite des accidents de voiture quand même ici. Donc, c'est vite problématique. Donc, on s'est dit, on va plutôt faire une tournée quotidienne, comme pour le lait, où tu commandes la veille pour le lendemain. Donc, c'est pas tout à fait comme Uber Eats, tu reçois pas en 25 minutes, mais... ça permet quand même, j'espère que vous n'entendez pas mon chien qui ronfle comme un animal sauvage, mais je pense pas. Mais voilà, on s'est dit qu'une tournée quotidienne, c'était une bonne idée. Ok, c'est bien, il y a de la diversité dans nos idées du coup. Ça permet de passer de trucs en ligne à trucs physiques, à applications. Il y a eu un petit peu de tout là jusqu'à maintenant. Ouais, j'ai fait un effort. Ouais, c'est bien, t'as fait un effort. J'ai fait un effort parce que je pensais évidemment à une IA qui allait révolutionner l'industrie du cinéma. Non, je plaisante. Il y a tellement d'idées de trucs que j'ai vus qui pouvaient disrupter le cinéma en général et tout ça. Effectivement, même tout ce qui est montage à plusieurs. Je me rappelle à l'époque où je faisais beaucoup de montage. À l'époque, Ciné Creatis. Et là, j'imagine maintenant tous ces outils collaboratifs qui ne se faisaient pas à l'époque, où tu montes à plusieurs à distance et tout. Il y a tellement de trucs. C'est trop, trop bien. Le cinéma est clairement disrupté de tous les côtés. Est-ce que on s'arrête là parce que je me dis peut-être que tu es sur le point de ne plus avoir de batterie et que tout à fait je suis sur le point de ne plus avoir de batterie. Coup, je le sens venir. Oui, exactement. Il nous reste combien de temps là? Dis-nous, est-ce qu'il nous reste le temps de faire des appels à l'action? Il nous reste 2 minutes 30. On va dire même 2 minutes 10 là. 2 minutes 30. Déjà merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Le podcast sera un peu plus court que tous les précédents réunis, je pense. Là on a fait plus détente. Je pense qu'il va faire genre 1h15, un truc comme ça à mon avis. Ouais. 1h20. La première chose qu'on aurait dû dire dès le début et qui fait que vous n'allez pas le faire, je le sais, mais on vous le dit quand même, ceux qui ont bon cœur, laissez-nous des évaluations sur les plateformes de podcast. C'est vraiment le truc qui nous aide le plus parmi tout ce que vous pouvez faire pour nous aider. Exactement. Et je tiens d'ailleurs à préciser, notamment ceux qui écoutent fréquemment, parce qu'on a vos retours, mais on les a en off. Moi j'ai des gens, et je sais qu'Alexis en a aussi, on a des gens qui suivent le podcast assidûment, qui regardent, qui nous font des retours par message, en coaching, en réunion, etc. et qui ne vont pas laisser un avis. S'il vous plaît, c'est vous le cœur de meule, c'est vous le cœur de fans qui suivent ce podcast avec attention. Donc si vous voulez que ça grossisse, et je sais que vous le voulez évidemment, parce que vous voulez qu'on ait des super invités, il va falloir laisser des petits avis. Donc c'est vous précisément, ceux qui nous connaissent en fait. Allez mettre un avis s'il vous plaît. Je sais pas si tu le sais, par ailleurs, il y a quand même 5 évaluations sur Spotify. Je me suis rendu compte complètement par hasard. Wow. Complètement par hasard. Je suis allé sur Spotify et j'ai vu à un moment 5 étoiles sur 5, un petit 5 à côté. Donc il y a quand même 5 personnes qui ont fait l'effort sur Spotify. Merci beaucoup. On peut pas avoir vos noms et tout, on n'a pas de traces, il y a juste les notes. Mais en vrai, je découvre un peu le fonctionnement des avis sur Spotify. C'est un plaisir. Je m'en étais pas rendu compte. Donc c'est un plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas 100% de notation 5 étoiles. Un podcast noté 100% 5 étoiles. Et puis, sur les quelques secondes qui doivent rester de rush très peu, de Louis, je propose de se quitter là et de vous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao Alexis. À la semaine prochaine. C'était un plaisir. Ciao.